Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de The G-Lab. Il s'agit du Case Carbone 2. Alors, si vous nous suivez régulièrement et que vous lisez nos tests, eh bien, vous savez que The G-Lab, on a déjà testé des matériels provenant de chez eux. Nous avons testé notamment une souris très convaincante et pas chère, un casque beaucoup moins convaincant et pas cher. Eh bien, le Case Carbone 2, c'est le même principe, c'est pas cher. On a un clavier, un vrai clavier mécanique pour 59 euros. Alors, évidemment, très honnêtement, il ne remportera pas le prix du clavier de l'année. Maintenant, il pourra permettre une première expérience d'un clavier mécanique pour 59 euros. C'est quand même pas bien cher, puisque ça fait presque 2 à 3 fois moins cher que certains. Donc ça, c'est à entrer et à garder surtout dans un coin de la tête par rapport aux comparatifs qu'on pourrait faire sur les ténors qui dépassent maintenant allègrement parfois 150 euros. Alors, du côté du packaging, on est chez The G-Lab. C'est un peu comme Soch, hein, je suis désolé. Donc, on va retrouver les lettres argentées, les liaisons moléculaires, le nom, une large présentation du clavier, des encarts noirs qui vont nous apprendre qu'il est rétroéclairé, mais ça vous l'avez vu, je l'ai branché, que les switches reçoivent 50 millions d'activations, enfin sont garantis 50 millions d'activations, que le N-Key Rollover est complet. Nous avons des raccourcis et Metal Frame, nous avons une partie métallique, et à 59 euros c'est plutôt bienvenu. Les caractéristiques techniques sont reprises au dos avec un schéma, une photo commentée. Je remets ça, je le repose. Passons au bundle, très simple, un képulaire en plastique, le petit flyer avec les différentes combinaisons de touches, parce que pas de logiciel ici, tout se gérera directement au clavier. Le clavier en lui-même est plutôt pas mal, honnêtement, pour 59 euros on va pas se plaindre, sachant que, comme je vous l'ai dit, la plaque châssis situé ici est métallique. On a du plastique aspect laqué de bonne qualité qui est placé sur les parties latérales. Ici on a la pliure de la plaque métallique, le plastique aspect granulé cantonné en dessous, donc on a quelque chose de plutôt pas mal. Honnêtement, si on regarde dans le détail, évidemment, on va trouver quelques petites imperfections, notamment là, dans les ajustements de la plaque et du reste, mais n'oublions pas que 59 euros, ça reste quand même relativement peu cher, et que je ne suis pas certain qu'on trouve toujours de la perfection à ces tarifs-là, notamment sur du mécanique. Donc sur la plaque châssis, on va retrouver des patins en caoutchouc en partie avant. Les pattes de surélévation sont caoutchoutées, ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, les patins pour l'arrière, un canal qui va permettre de sortir le câble soit à droite, soit à gauche, soit de manière centrée. Sur le dessus, on a donc des keycaps au profil haut, ça c'est normal. Alors je vais donner de suite la petite chose que je trouve un peu regrettable. Les marquages sont un peu larges, ce qui, vous allez le voir dans le rétroéclairage, ne permet pas une belle homogénéité du rétroéclairage, puisque en fait le marquage est placé juste à la verticale du plongeur. Et on le voit sur le G par exemple, la partie supérieure est bien illuminée, la partie inférieure beaucoup moins. En ayant opté pour des marquages un peu plus petits, on n'aurait pas eu le problème. Et les marquages ne sont pas forcément parfaits. Regardez, sur F1, on va avoir l'ouverture du lecteur multimédia, pardon, qui est vraiment au bord de tranche du keycap. Et sur F5, ben, c'est nettement au-dessus, et c'est même pas forcément latéralement centré. Voilà, quelques petites imperfections à droite à gauche. Alors, sur la touche de fonction, les fameux raccourcis dont on parlait tout à l'heure. Ouverture, volume moins, volume plus, volume coupé, stop, morceau précédent, lecture pause, pardon, et morceau suivant. Le client messagerie, le poste de travail, et sur F12, on va voir la calculatrice. En longeant, on retrouve les marquages très larges. Les diodes d'illumination, d'information, alors illumination parce qu'elles sont assez puissantes quand on les a en face, hein, vous le voyez à la caméra, ça pète pas mal. Alors par contre, heureusement, quand le clavier est à plat, c'est moins gênant, même avec patte de surrévélation en place. On a un marquage The G-Lab entre le pavé des flèches et le pavé ins. Le pavé numérique est classique. De ce point de vue-là, pas grand-chose. Alors, du côté des switches, justement, ce qui est intéressant, on reviendra au rétroéclairage après. Nous avons des switches qui sont des JTRU. Alors, les JTRU sont des copies chinoises des switches MX. Et là, vous le voyez, on a des couleurs bleues. Donc, ils clonent totalement le MX Cherry bleu, c'est-à-dire qu'on a la présence du clic audible et sensible.
Et même force d'activation, exactement tout identique, hein, vraiment. N'allez pas chercher midi à 14h, c'est pareil. Par contre, c'est quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les plongeurs ont des parois assez fines, il y a moins de matière que ne le proposerait le Switch MX Cherry. Par contre, on conserve le croisillon qui permet la compatibilité avec tous les sets de touches du marché. Donc je remets ça en place rapidement. Certainement pas dans le bon sens comme souvent. Du côté du rétroéclairage, je vous l'ai dit, tout se gère directement avec la touche fonction. On a 4 ou 5 comportements, donc vous pouvez le modifier avec la combinaison fonction plus insertion. Et vous le voyez, on a quelques comportements et vous pouvez modifier à la fois l'intensité sur plusieurs niveaux et la rapidité du comportement. Là je suis au plus rapide et là je redescends et ça va monter plus délicatement, voire même très lentement. Alors, à noter que le clavier n'est pas RGB, contrairement à ce qu'on pourrait penser. The G-Lab a tout simplement placé des diodes de couleurs différentes. Hein, vous avez du bleu, du vert, du orange, etc. etc. C'est plutôt un artifice qui fonctionne. Alors après, je ne suis pas sous le charme de toutes les couleurs. Ceci étant, ça pourra plaire. Hein, l'aspect artistique et esthétique restera bien évidemment à la libre appréciation de chacun. Au final, pour 59 €, je le disais, on a quand même quelque chose de plutôt correct. Il a un défaut. En plus d'avoir pris des switches audibles, en plus d'avoir des bruits de ressort, comme tout clavier mécanique, il est bruyant, et il est d'autant plus bruyant qu'il a tendance franchement à claquer à la remontée. Les touches manquent peut-être un petit peu de maintien, et résultat, sur les touches doubles, il est assez bruyant. Donc ça reste l'un des claviers mécaniques les plus bruyants. Un clavier mécanique n'est jamais silencieux, ça vous le savez maintenant. Ce qui est dommage, c'est que là on a vraiment un modèle qui est très bruyant. Maintenant, je le répète, à 59 €, la proposition est tout à fait honorable et peut permettre un choix pertinent pour commencer le clavier mécanique. Donc il s'agissait du Case Carbone 2. Au niveau des caractéristiques techniques, je ne m'étends pas, tout simplement parce que il n'y a pas grand chose à en dire en réalité. Tout vous a été donné, vous aurez tout le reste dans le test écrit. Donc le Case Carbone 2 sur cocoteland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.